À vous, habitués de la causerie du midi, vous faites bien de nous choisir pour faire Cosette, toujours en compagnie de mon très cher Sekou Robert Kourouma. Bonjour très cher. Bonjour Sim et bonjour à tous nos millions de téléspectateurs. Merci de votre intérêt et merci de l'intérêt que vous accordez à la causerie du midi. À Conakry, se trouver un logement relève d'un parcours de combattant, cherté du loyer, discrimination, inapplication des textes de loi, le ras-le-bol des citoyens. C'est le sujet de la causerie du jour. Encore une fois, bienvenue, c'est parti. Nous sommes accompagnés encore ce matin par Sarata Fofana pour discuter de ce sujet du logement à Conakry. Sarata, bonjour. Bonjour Sim, comment vous allez Comment ce ça va matin? ce matin? Ouais, Enfin, ça ce va. midi Ouais, ça va, ça ça va, ça va. va. Et vous? Ça peut aller, ça peut aller, d'autant plus que Robert est là et qu'on a un invité de taille pour parler de notre sujet. Il se nomme Maître Mohamed Mouktar Silla. Il est donc secrétaire général de la Chambre nationale des huissiers de justice de la République de Guinée. Bonjour, Maître Silla. Bonjour Madame Sim, bonjour Robert. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir tous les jours dans la causerie du midi. Bien habillé comme toujours d'ailleurs. Merci, Ouais. le plaisir est partagé. C'est Merci vrai, bien. c'était difficile de vous avoir parce que vous gérez pas mal de problèmes. Vous étiez récemment à un grand congrès des huissiers. On a un petit peu vu, enfin, question d'échanger, un petit peu vu les images. Ça s'est bien déroulé? Oui, c'est bien déroulé Très bien. et c'était à Casablanca au Maroc. D'accord. On parle donc logement aujourd'hui, des problèmes de concessionnaires avec leurs locataires, concessionnaires. En tout cas, c'est pas facile. Mais déjà, pour se trouver un logement, on passe en règle générale par soit c'est un ami qui nous file son logement ou bien qui nous donne un tuyau, ou on se dirige vers ces personnes qu'on appelle Les agences immobilières les- ou même les, communément appelés les démarcheurs. démarcheurs, parce que Voilà. les agences immobilières, il y en a en bonne et due forme bien structurée, mais en général, on va vers ces démarcheurs qui, eux, Maître Silla, demandent un mois de loyer. Est-ce légal? Est-ce que c'est de connivence avec les concessionnaires? Est-ce que c'est un prix fixé comme ça ou Et il faudrait préciser que lorsqu'on parle de gestion immobilière, c'est une partie intégrante du droit immobilier qui se compose d'une branche principale D'accord, qui est l'administration de l'immeuble. d'accord, Il y a la vente immobilière et la gestion locative. très bien. Ce qui concerne la gestion locative, vous avez trois éléments qui apparaissent. Vous avez la chose, le temps et le prix. Très bien. Donc la chose, c'est l'immeuble ou le local objet de bail. Vous avez le temps, c'est la durée du contrat. Très bien, Et le prix, c'est le loyer qui est fixé. très bien. En parlant de la question de loyer, vous savez, le bâtiment est construit ou l'immeuble en question appartient à un locataire qui peut fixer son prix. Sûr. Et si le locataire est d'accord avec le prix fixé, le contrat est automatiquement signé. D'accord. Lorsque les deux parties ne s'entendent pas par rapport à la location, c'est-à-dire le prix à déterminer, cela peut être fait soit avec l'intervention d'un expert ou d'un juge qui peut, avec une décision de justice, fixer le loyer en tenant compte du temps, mais aussi de la bâtisse. Mais maître, c'est vrai qu'il y a ce contrat-là de la chose et tout ça, mais il y a les agents immobiliers qui rentrent en compte souvent. Vous êtes, je crois en parallèle, vous êtes également agent immobilier. Combien est-ce qu'on donne en règle générale, avant de tomber dans les questions, à un agent immobilier pour avoir trouvé une maison? Est-ce que c'est des prix fixes ou c'est comme ça par le locataire? Bon, ce sont des hommes qui interviennent dans le droit immobilier, il faut D'accord. préciser. Et souvent, nous nous trompons. Nous avons certes des agents immobiliers, nous avons des experts immobiliers, nous avons des apporteurs d'affaires que vous appelez communément les démarcheurs. Ok. Ce sont des apporteurs d'affaires. Ah, Vous avez des gestionnaires immobiliers. très bien. Donc, en tant que huissier de justice, la gestion immobilière est une activité accessoire à la profession d'huissier de justice. Donc, nous pouvons gérer et être considérés, il faut le dire entre guillemets, agent immobilier. Donc, vous pouvez,
dans le cadre de la gestion de votre immeuble, soit confié à un agent immobilier, à une agence immobilière de façon générale ou à un gestionnaire immobilier pour pouvoir non seulement bénéficier d'une administration saine, mais aussi que vous puissiez avoir un regard propre sur l'immeuble en question. Et pour être honnête avec vous, nous rencontrons des personnes ici qui sont victimes quelquefois de discrimination ou victimes d'abus même des concessionnaires ici chez nous. Et pratiquement, on fait appel aux huissiers de justice. Et quand on vous fait appel, vous venez, honnêtement, ce qui se dit, que vous prenez la part des concessionnaires. Vous ne vous mettez pas à la place des locataires. Alors, comment vous qualifiez ça? Vous prenez que c'est vrai ou bien vous donnez même des conseils aux concessionnaires pour dire, bon, à ce niveau, bon, c'est vrai, il y a un peu d'abus par là, bon, comme ça, c'est pas bien et tout. Qu'est-ce que vous en dites? Rumeur, fausse accusation ou réalité? Je viens de vous citer les éléments constitutifs d'un bail. À côté de ces éléments-là, il y a la garantie. Très bien. Cette garantie est appelée le contrat. Généralement, vous voyez que les contrats que les parties ficellent ne sont pas des contrats écrits, donc ce sont des contrats verbaux. D'accord. Moi, je conseille toujours, pour éviter des difficultés dans la gestion locative, de signer des contrats en bonne et due forme qui remplissent tous les termes, toutes les stipulations qui puissent non seulement garantir les droits des parties, mais aussi leur fixer les limites. Si cela n'est pas fait, il y aura sans doute des difficultés dans l'exécution de ce contrat-là. Et c'est ce qui arrive en ce qui concerne le loyer, c'est ce qui arrive s'il est question d'expulser le locataire ou lorsque celui-ci se prévaut d'un droit de maintien dans les lieux. D'accord. Voilà. Une des choses qu'on conseille de façon générale, avant de commencer à habiter une maison, il faut faire l'état des lieux. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, prise, tout ce qu'il y a. Après, tu laisses une caution. Voilà, et savoir comment on vous donne la maison. Et après vient le problème de comment vous rendez la maison. C'est très important. C'est une clé que je conservais pour vous. De toutes les façons, on l'a tiqué avant. Donc, l'état des lieux est une garantie pour le locataire. Je le conseille à toute personne qui voudrait occuper un bâtiment dans le cadre d'une gestion locative. Il faut l'état des lieux. Si l'état des lieux n'est pas fait à l'entrée, le locataire est réputé avoir pris les lieux en bon état. Donc, il a l'obligation de les rendre comme tels. Très bien. Maintenant, en ce qui concerne l'état des lieux, il doit être fait de manière contradictoire. C'est pour éviter des discussions par la suite. Parce que si le bâtiment n'est pas bien aménagé, il y a des grosses réparations à faire, cela incombe au bailleur. Cela engage la toiture, le sol, tout ce qui est lié aux grosses réparations. Non, pas les peintures. Pas les peintures forcément. Donc, mais il y a des concessionnaires ici, quand vous venez chez eux, vous rentrez, on vous dit, bon, vous allez refaire la peinture à la sortie. Même si vous n'avez rien gâté. Et pratiquement, pour être plus technique, on rencontre même des gens ici. Moi, j'ai une voisine avec laquelle j'étais, elle a eu ce problème. Quand elle sortait de la maison, elle a réclamé combien de fois la caution qu'elle avait laissée parce qu'elle est revenue. Il y avait quelques serrures qui étaient gâtées, le robinet ne fonctionnait plus. Elle a tout refait, mais elle n'a pas reçu sa caution. Devant ça, là, vous prenez la défense de qui? Vous parlez elle n'avait pas fait la peinture? Si, elle a refait la peinture, elle a changé le robinet, elle a changé les serrures et tout, mais sa caution ne l'a pas été remise. C'est close. Je me demande comment ce contrat a été ficelé, parce que la caution, c'est quoi? La caution, c'est une garantie. Soit vous l'avez posée pour qu'à votre sortie, lorsque vous serez à même de ne pas réparer, que cela serve pour l'entretien des lieux. Mais dès lors que les lieux sont bien entretenus, le bailleur a l'obligation de vous restituer la caution. Si ce n'est pas fait, on peut porter plainte. Oui, vous pouvez engager une procédure pour obtenir le paiement de la caution. Auprès des huissiers ou auprès de qui? Parce vous pouvez saisir un huissier de justice, puisque c'est la porte d'entrée de la justice. Vous saisissez un huissier de justice
pour réclamer la caution. D'accord. C'est ça la règle. Et concernant le loyer, le paiement du loyer, une source de conflit très souvent, on dit que vous payez la maison à telle date, il y a des locataires qui n'arrivent pas à respecter la date ou des propriétaires qui eux-mêmes, on en a vu, hein, viennent dire, bon, est-ce que je ne peux pas avoir une avance là avant le 5 on voit Et tout. ils oublient même quelquefois que dans les entreprises, ça ne paye pas tôt quelquefois. On voit Mais tout. ce n'est pas leur problème. Ça ne paye pas tôt, ça ne paye pas tôt. Le gars, il dit le 5, il faut payer sa maison. Lui, c'est le source 5, de conflit quand on n'arrive pas à respecter voilà, cet engagement. Je voudrais que nous fassions la différence entre une femme qui a donné naissance à un enfant. D'accord. Et une femme qui encadre son enfant. Donc, le contrat, lorsqu'il n'est pas bien encadré, c'est comme un enfant en manque d'éducation. Très bien. Donc, vous aurez toujours des difficultés. Dans la rédaction du contrat, il ne faut jamais s'hasarder à faire des contrats sous seing privé. Parce que lorsqu'il est question de construire un bâtiment, vous faites appel à un ingénieur au lieu de prendre un simple maçon, surtout pour les immeubles à étage. Vous avez besoin d'un architecte pour vous faire des dessins qui sied à la construction. Donc, tout cela, c'est pour apporter la garantie. Maintenant que vous avez votre maison, pourquoi ne pas prendre des professionnels pour que les lieux soient bien gérés? Très bien. Parce que si cela n'est pas bien fait, même les loyers, la D'accord. question de fixation des loyers doit se faire dans les règles de l'art. D'accord. Vous risquez d'avoir un bâtiment construit à plus de 200 millions et le loyer que vous percevez, vous serez obligé pour couvrir toutes ces dépenses-là de l'étendre sur plus de 20 ans. D'accord. Est-ce que le loyer dépend de la zone? On va dire, il y a des zones on va voilà, dire Lambani, UP, bon. il y a des zones moins UP. Voilà. Est-ce que ça dit, parce qu'en général, quand on dit, ah, je veux aller de ce côté-là, on dit, hey, là-bas, là, ça, c'est le quartier des boss, les loyers coûtent cher. D'ailleurs, on sait que ça coûte cher. Tel quartier, c'est cher. Là-bas, on peut avoir vous trouvez ça normal? Ça dépend de la zone? La personne qui fixe les loyers, c'est un investisseur aussi. D'accord. Parce qu'on n'investit pas à perdre. Ce n'est pas une dépense. Voilà. Donc, on n'investit pas à perte. Il vend en quelque sorte un service qui lui appartient. Et vous avez besoin de la maison. Il tient compte en fait de tout ce qui a été réalisé à l'intérieur de son bâtiment pour fixer les prix. D'accord. Mais généralement, lorsque les parties ne s'entendent pas, on fait recours à un expert ou au juge. D'accord. Mais quand on prend à l'image de tout ça, le loyer, on sait, hein, c'est un investissement. Investir dans l'immobilier, prendre l'argent, construire, c'est un investissement. Mais quand on dit qu'il faut amortir tout ce que tu as investi dans la construction en 5 ans, 10 ans, sur tes locataires, je crois que c'est chose quasi impossible. Parce que imaginez que vous avez investi 2 milliards ou 3 milliards, plus même le prix du terrain en Guinée pour construire un immeuble. Vous faites l'immeuble, vous ne pourrez pas avoir 3 milliards en 4 ans, 5 ans sur vos locataires, à condition que vous fixez des tarifs de façon exorbitante. Est-ce qu'il y a un système de régularisation pour régulariser tout ce secteur et dire que, ouais, normalement, tel doit être payé à ça, tel doit être payé à ça. On sait que des mesures ont été prises, mais en vain, on n'a rien vu encore. Genre, 2 chambres salon doit avoir un prix fixe, une chambre salon voilà, un prix fixe, ça, ou bien on ou paye on le fixe luxe. comme ça. Moi, je crois qu'on paye le luxe où on paye ce qu'on a. Le contrat, c'est la loi des parties. Vous vous entendez. Si vous n'êtes pas d'accord de payer un loyer à 1 million pour chambre salon ou 2 chambres salon, vous cherchez ailleurs. Mais généralement, dans les centres-villes, les loyers sont chers. Les loyers sont chers. On tient compte de l'emplacement, on tient compte de la construction, de l'investissement apporté, et on tient compte aussi du moment. Voilà, donc, vous pouvez avoir un loyer moins cher en 2010 et en 2022, vous le trouvez soit à 50% d'augmentation ou plus que ça. Donc, plus les années avancent, plus
naturellement, les choses vont augmenter. C'est le moment de s'acheter. C'est ça, on dit en bourse. Voilà, c'est ça en quelque sorte. Et moi, le non-paiement, le non-respect de paiement de loyer de la part d'un locataire, s'il n'arrive pas, il a un problème, il n'arrive pas à payer un mois. Au bout d'un mois, le propriétaire peut demander au locataire de s'en aller. Il lui donne un préavis, il lui dit allez-vous-en. Attention, c'est une manière d'aller un peu plus vite. S'il faut aller un peu plus simple, les parties ont un contrat. S'il est dit dans le contrat qu'il faut payer chaque 3 mois à l'avance, le locataire a l'obligation de payer à l'avance. S'il est dit qu'il faut payer à la fin du mois, il a l'obligation de se conformer. C'est la loi des parties. Dès lors que le locataire ne paye pas régulièrement, il est sous le coup d'une expulsion. Donc, on peut le poursuivre pour le paiement des loyers. Mais il va bénéficier de ces 3 mois de préavis, préavis, quand on ne veut plus d'un locataire qui n'arrive pas du tout à... Quand on ne veut plus de lui. Ou bien on le dit, allez, bon, mon gars, aujourd'hui, tu sors tes affaires, puis moi, je ferme ma maison, je donne à une autre personne. C'est fini, quoi. Ou bien on le donne 3 mois préavis. Il faut se référer au contrat selon la loi. S'il faut se référer à la loi, parce que là, on parle de la loi maintenant. D'accord. Si le contrat prévoit que le locataire doit payer dans 3 mois, à défaut de paiement, il faut une mise en demeure, on se conforme au contrat. Mais s'il faut se référer à la loi, le locataire qui ne paye pas régulièrement les loyers doit immédiatement libérer les lieux. C'est ce que la loi dit. Immédiatement libérer les lieux. Maintenant, vous avez dans la pratique la procédure d'expulsion qui est prévue aussi dans le Code civil, qui demande à ce qu'on lui accorde une mise en demeure de 3 mois pour s'exécuter, mais tout cela obéit aussi à des règles. 3 mois pour s'exécuter. À défaut, nous allons saisir le juge pour obtenir son expulsion. Ça, c'est la location pour usage ou à usage d'habitation. D'accord. Qui est tout à fait différente de la location professionnelle. C'est-à-dire les boutiques commerciales, comme vous l'avez l'habitude de dire, ou industrielles. Là, il faut un congé de 6 mois. D'accord. Donc, pendant ces 3 mois comment vous dites, mise en demeure, c'est ça? De mise en demeure. D'accord. Pendant ces 3 mois, est-ce que le locataire continue de payer la maison ou il ne paye pas la maison, il reste là le temps de chercher quelque chose? En tout cas, il doit rester là-dedans parce que vous ne pouvez pas vider du coup quelqu'un comme ça. Allez-vous-en, prenez vos affaires, je n'ai pas où dormir, on imagine. Et s'il ne sait pas à quel sens se vouer, ça va être compliqué. Vous avez compliqué. le principe, vous avez l'exception. D'accord. Le principe, le locataire occupe la maison, il doit payer régulièrement les loyers. D'accord. Et aux dates indiquées. Maintenant, l'exception, lorsque le bailleur veut obtenir la reprise des lieux, dans ce cas, il a l'obligation d'accorder un préavis de 3 mois. D'accord. 3 mois à son locataire, mais gratuit. D'accord. C'est ça la règle. Ok. D'accord. Passer cette règle, le principe, vous payez les loyers régulièrement. Ça veut dire, Sarah, même avec le préavis. Si j'ai bien compris, il a besoin de récupérer sa maison. Il dit, par exemple, mes enfants rentrent, j'ai besoin de ça pour ça. En tout cas, il trouve un argument. Voilà. Oui, c'est toujours comme ça. Il a donc ma fille doit se l'obligation. marier, elle a besoin de l'appartement. On a 3 mois pour... Et gratuitement. Et gratuitement. Gratuitement. Ça, déjà, c'est pas mal. Hein? On appelle cela le droit de reprise. D'accord. Cela veut dire qu'il n'y a pas de faute imputable au locataire. De part d'autre. D'accord. Voilà. Imputable au locataire. Donc, vous devez lui accorder un préavis de 3 mois gratuit. Et donc, le préavis de l'autre côté, quand c'est le locataire qui est en faute, là, il paye toujours les 3 mois. Lorsque le locataire est en faute, il doit payer régulièrement les loyers. Même le temps de préavis devient pour lui payant. C'est obligatoire. Si c'est lui qui est en faute. Si c'est lui qui est en faute. Ou si c'est le contrat qui le prévoit ainsi. Vous avez un contrat de 2 ans, donc la durée est déterminée. Tout le temps que le locataire fera, il doit payer. Il y a un problème. Je sais qu'elle doit avoir un problème de loyer, parce que là, on en parle. Mais le problème, il est où? C'est que... Pas du tout. Non, mais c'est que quand on regarde les contrats qui sont ficelés chez nous, il y a beaucoup qui disent que, bon,
il y a deux types de contrats, hein, contrat verbal, contrat écrit qu'on peut avoir notamment. Mais ici, chez nous, les gens, ils disent quoi? Ma voix n'est pas une montagne. Même si vous avez à signer un contrat tout de suite ou à dire un contrat verbal entre vous deux, parce que la dernière fois, je parlais avec vous, vous aviez bien mentionné que oui, on peut faire état d'un contrat verbal. Mais ce contrat verbal ici, chez nous, il n'est pas assez considéré. Mais il est où le problème? Là, on se pose la question. Le contrat verbal ne protège pas, à mon sens. Si c'est valable, surtout, et comme la dernière fois déjà, il me l'a dit que c'était valable. Mais le problème, ce n'est pas considéré chez nous. La faute incombe à qui? L'autorité ou le concessionnaire? Lorsque le contrat est verbal, c'est que vous n'avez pas fixé toutes les limites. Vous êtes guidé que par la loi, ce que la loi prévoit. Ou c'est que les règles de l'art, en fonction de la décision du juge, vont vous imposer. Donc c'est pour éviter tous ces aléas autour d'un contrat qu'il faut le mettre à écrit. Le contrat verbal, par exemple, il peut se poser la question de loyer. Le locataire déclare ne vouloir payer que 500 000 pour un bâtiment de 3 chambres salon. Il dit qu'il paye 500 000. Le bailleur déclare que celui-ci paye 2 millions. La solution, il faut passer par soit un expert ou un juge. Donc, c'est pour éviter ces interventions-là qu'il faut mettre tout à écrit. Mais pour écrire aussi le contrat, moi, en tant que professionnel, je propose aux parties de se référer aux professionnels. Vous avez un gestionnaire immobilier, il est à même de vous proposer le bon modèle de contrat qui garantit tous les paramètres, surtout le fait de garnir les lieux par le locataire qui est extrêmement important. Donc, garnir les lieux, vous avez déjà la certitude que c'est quelqu'un qui peut vous payer les loyers parce qu'il garnit très bien les lieux, il entretient bien les lieux, il paye régulièrement les loyers, il vous a versé une caution. Moi, je pense que tout cela peut être suffisant pour apprécier la solvabilité de votre locataire. Pour ne pas avoir quelqu'un qui va quitter votre maison et vous laisser des impayés. Je voulais demander quelque chose. Alors, où est-ce que ces propriétaires se procurent ces contrats? Alors, si peut-être bien qu'ils ne passent pas par le chemin à suivre, est-ce qu'ils le téléchargent comme ça, pêle-mêle sur les réseaux sociaux pour, où est-ce qu'ils l'écrivent comme ça? Ils l'écrivent comme ça. Où se fait le contrat? Comment ils... Il y a certains qui se réfèrent à des anciens contrats avec le voisinage, avec certains professionnels aussi qui peuvent leur proposer des modèles de contrats. Mais ce ne sont pas des contrats qui obéissent au cas par cas. Donc, il ne faut pas qu'on soit dans cette spéculation. Donc, pour l'éviter, vous faites recours à un professionnel qui va vous aider en fonction de votre relation avec le locataire. Vous proposez le meilleur modèle. Si vous avez un contrat à durée de 10 ans, vous n'allez pas le traiter comme un contrat à durée de 2 ans. OK? Parce qu'il peut y avoir des questions d'augmentation de loyer. Il faut que cela soit géré. Vous pouvez avoir, à certains moments, lorsque la commodité n'y est pas, le locataire peut exprimer le besoin de transformer une partie des locaux ou totalement le local pour qu'il puisse s'y trouver à l'aise. Donc, tous ces paramètres-là doivent être bien déterminés dans le contrat que vous allez rédiger. OK. Avant d'aller rapidement à Sarata, qui veut poser une question, moi je me dis, on a compris par rapport au contrat, c'est très important d'écrire le contrat parce qu'on le dit souvent, verba volant, scripta manent, la parole s'envole, mais l'écrit reste. Quand on prend à l'image de tout ça, on se dit aussi, oui, aujourd'hui, il y a d'autres aussi qui sont victimes de discrimination. C'était ma question. Voilà, il faut... Donc, c'est pas grave. Vas-y, Sarata, alors. D'autres sont victimes de discrimination. D'autres sont sortis par abus dans les maisons. Et tout cela, aux yeux de la loi guinéenne, qu'est-ce que cela représente, vu que nous sommes dans un pays laïque? Et surtout, des voix s'élèvent pour dire que des gens, pour des questions d'ethnie, de religion, se voient un peu lésés, puisqu'on parle d'accession au logement. Il y en a. Est-ce que la loi a autorité sur les bailleurs, les gens qui ont des maisons, pour dire que forcément, quand quelqu'un il a les moyens pour payer la maison, est-ce qu'il doit, tu peux accepter ou refuser de le prendre juste parce qu'il n'est pas de l'ethnie que tu veux, blanc, ou de la religion que tu veux.
Bon, il y a de la discrimination positive et la discrimination négative. Négative, là. Donc, parlons de la discrimination négative. La discrimination négative veut dire que pour des considérations, soit politiques, religieuses ou ethniques ou régionalistes, vous refusez que tel soit votre locataire. Cela est puni par la loi. Lorsque vous êtes victime de cela, vous savez quoi faire. Vous devez porter plainte. Que cela soit réprimé, c'est la meilleure manière de contribuer aussi à la quiétude sociale. Maintenant, la discrimination positive, vous avez affaire avec un locataire qui a des antécédents avec un autre bailleur qui ne payait pas les loyers, qui a été expulsé. Comment vous allez le recevoir chez vous? Ou que vous avez affaire à un locataire, vous savez que les conditions... Ivre à la maison et tout ça. Ivre et autres. Tapage nocturne, tout ça. Où il n'est pas à même de payer régulièrement les loyers parce qu'il n'a pas la capacité financière requise pour ça. D'accord. Allez-vous l'installer chez vous? Donc, ces formes de discrimination, certes, sont à revoir. Et pour que celui qui investit ne le fait pas à perte. Et les discriminations sur la religion. Oui, sur la religion, sur la région, tout cela peut être réprimé. Les victimes peuvent porter plainte. Vous portez plainte. Les gens n'ont pas trop la notion de porter plainte chez nous. Hein. Et la suite de la plainte, c'est quoi? C'est des dédommagements ou c'est des pardons, des dommagements quand on porte financiers plainte pour ça, ou pardon ou ça aboutit à quoi? Vous savez, lorsque vous portez plainte, l'issue, c'est soit une condamnation ou que une forme de rénonciation. Parce vous pouvez parler de relax, vous D'accord. pouvez parler du fait que le juge dit que tel ne peut être condamné pour défaut de preuve, tout ça. Mais l'important est que vous dénonciez, l'important est que vous portiez plainte pour que cela serve de leçon à ceux qui, à l'avenir, vont se prêter à de telles pratiques. Sim, il y a une question que je veux poser. Ah, mais oui? ça, là, ça me Ouais. taraude l'esprit. Ça, j'ai vu. Voilà, c'est quoi la question? Imaginez, tout à l'heure, vous veniez de dire que si vous voulez loger quelqu'un chez vous, assurez-vous d'abord que la personne a les moyens de meubler l'intérieur de sa maison et tout. Il y a des gens aujourd'hui qui prennent une maison, chambre, salon, 2 chambres, 3 chambres. Quand ils rentrent dans la maison, ils n'ont pratiquement rien. Ils viennent avec un lit. Au bout de 2 mois, 3 mois... Garnir la maison. Garnir la maison, c'est ça. Oui. Au bout de 2 mois, 3 mois, ils sont en train de travailler. Ils cherchent de l'argent. C'est pour ça, au fait. Tout le monde veut vivre dans le confort. Vous voyez, que la personne arrive à avoir de l'argent, qu'ils achètent les fauteuils, l'écran et tout ça. Donc, si vous avez quelqu'un devant vous comme ça qui n'a envoyé qu'un seul matelas, bien qu'il a la possibilité de payer votre loyer, donc vous le refusez l'accès parce qu'il n'a rien pour garnir. Ça veut dire quoi? Il vient, contrat à échanger, et au moment d'emmener ses affaires à la maison, il ne vient qu'avec une natte. Vous voyez une natte et puis un petit seau. Nous disons bien garnir les lieux ou apporter une garantie suffisante. Donc, quelqu'un qui ne vous apporte pas toute cette garantie de garnir votre local, mais qui prend le soin de payer au moins 3 mois, comme la loi le dit, 3 mois de loyer à titre de caution, ça peut marcher, ou qui vous donne une autre garantie, soit un véhicule, soit de l'argent déposé dans un compte, tout ça, ce sont des garanties. Parce que le but de garnir les lieux, c'est la garantie. Mais il faut dire 1 mois, caution. Quand vous dites 3 mois, là, d'autres oui, mois, ça m'amène à poser la question. La caution, là. De garnir la maison. Non, pas seulement garnir. Moi, c'est ça, c'est un petit peu ça. Ça veut dire que le propriétaire va regarder ses coups qui arrivent, qui veut qui veut aménager la maison. Tranquille. Il peut venir avec un simple petit matelas. Ou une voiture, ça veut dire que les locataires tiennent vraiment compte de ça. Ah tiens, ça veut dire qu'il a une voiture. Au cas où il n'arrive pas à payer mon loyer, on peut saisir la voiture, on peut saisir les meubles. C'est ça la garantie en fait. Ou une fiche de salaire. S'il faut se référer à la loi, il est dit que la caution ne doit pas dépasser 3 mois. D'accord. Voilà. Donc, elle peut être 2 mois, 2 mois, voilà. 3 mois. OK? Donc, tous ceux qui vont au-delà, toutefois, comme on dit que le contrat, c'est la loi des parties, si le locataire est prêt à payer plus de
10 mois à l'avance, ça n'engage que lui. D'accord. OK? OK. Et puis, cela peut lui être favorable. Bien sûr. Lorsque, par exemple, il ne sera pas à même de régler le loyer dans les délais. Donc, s'il se trouve qu'à l'entrée, il a payé un an de loyer, il est tranquille. D'accord. Voilà. Donc, tout ça, c'est pour, en quelque sorte, favoriser une relation harmonieuse entre le bailleur et le locataire. Et qu'en est-il du locataire qui prend un bâtiment de l'État? Parce que, pour être direct avec vous, il y a quelques jours, j'ai rencontré un vieil homme et aujourd'hui, il doit être dans les 72 à 73 ans. Honnêtement, quand je faisais la vidéo avec lui, il était en larmes. C'était pourquoi il a acheté un terrain dans les années 2000 vers Kobaya. Et le terrain a été saisi par la SEG. Il faut dire que ce domaine appartient à la SEG. Aujourd'hui, le vieux, il avait déjà construit dessus là-bas. Il a été expulsé. Il n'a aucune autre source de revenus. Toute son économie, là, c'est là-bas, il avait mis ça. C'est là, il a construit. Aujourd'hui, on l'a vidé de cette maison. Et imaginez quoi, il a 6 enfants et il dort dans l'entre couché. Et ses 6 enfants. Et sa femme. Et sa femme. Au vu de tout ça, qu'est-ce que vous pouvez faire pour des gens comme ça? Domaine de l'État, saisi. On dit domaine de l'État pendant que qu'est-ce qu'on fait? Voilà, les autorités locales qui étaient là, ils ont vu ça, ils savaient que c'était un domaine de l'État. Le vieux était un simple commerçant, simple maçon. On l'a revendu, on a pris son argent, on a bouffé. Aujourd'hui, l'État vient récupérer et puis on le lâche. Il dort dans rentre couché avec ses 6 enfants et sa femme. Imaginez. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Nous ne sommes plus dans la gestion locative. C'est la même chose, c'est le local. Dans le domaine de l'État. C'est certes le droit immobilier, mais tout ce qui est lié au domaine non bâti est géré par l'habitat. D'accord. Okay? Excepté les sites qui ont été réservés à certains services de l'État. Très bien. Tout ce qui est lié au domaine bâti est géré par la Direction générale du patrimoine bâti public. Donc, pour savoir comment ce service fonctionne, il faut se référer au texte qui l'organise et qui détermine son fonctionnement. Alors, parlant du sujet que vous venez de poser, vous ne pouvez pas occuper un domaine de l'État. C'est impossible. Non, vous ne pouvez pas. Et si vous ne le savez pas, les élus locaux vous ont vendu le domaine? Non, les élus locaux ne peuvent pas vous vendre un domaine de l'État. C'est possible en Guinée. Vous parlez du domaine de l'État. Les élus locaux ne peuvent pas vous vendre un domaine de l'État. D'accord. Lorsqu'il est question d'acheter un terrain qui est reconnu comme appartenant à l'État, il faut se référer à l'habitat. Je le conseille toujours. Il faut se référer à l'habitat. Même pas les domaines qui appartiennent à l'État. Voilà. Tout terrain que vous devez acheter, assurez-vous que le terrain obéit à les règles. Ah oui, et ne pas faire ça de façon... Si le terrain n'obéit pas aux règles, vous aurez des difficultés et un jour, vous serez sous le coup de l'expulsion. La question du domaine de l'État. Vous avez un domaine administratif de l'État qu'on ne peut pas vendre. Vous avez une autre partie du domaine qui est liée à titre privatif qu'on peut certes vendre ou céder, tout cela, notamment les domaines qui font partie de la gestion locative de la Direction générale du patrimoine bâti public. Comme? Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc les domaines administratifs, il faut compter les ministères, les services où sont installés les sièges des travailleurs, les sites réservés, les zones industrielles, où l'État lui-même doit investir. Donc, ce sont des qu'on ne peut pas... Oui, parce qu'on m'a expliqué une fois avec tout ce qui se passe là qu'il y avait le domaine privé de l'État et le domaine public de l'État, notamment en bordure de mer. Ça appartient au domaine public de l'État et ça, c'est incessible. Mais par contre, le domaine privé, on peut le déclasser ou déclassifier, je ne sais pas trop, et là, on peut céder. Mais sinon, si ça appartient à l'État, ça appartient à l'État. Il faut toujours demander des papiers, des contrats, des clauses à lire avant d'habiter quelque part, avant d'acheter quelque chose. C'est très important. Ça donne vraiment à réfléchir. Ça donne envie comme ça d'ouvrir nos tiroirs une fois à la maison et revoir. Parce que c'est vrai, en règle générale, on regarde la première chose. OK, le loyer, c'est quand? C'est le 5 et comme ci, comme ça. On ne rentre pas vraiment...
je ne sais pas si ces contrats sont faits Ou pour alors, ne pas être tout écrit tout petit, ça ne donne pas trop envie de En plus, lire. on ne rentre pas dans tous ces Ben détails. oui, Là. dans ça ces vaut petits vraiment détails. le coup de Mais le ce qu'il faire. faut signaler aussi, c'est qu'il y a des gens qui le savent. C'est que des fois, tu peux le savoir. Il y a vraiment ce type de personnes qui savent que ça, c'est un domaine de Oui, ça, il y l'État. en a, ouais. D'accord. Mais il se dit, non, l'État ne peut pas me faire ça. D'accord. Non, je ne peux pas acheter ça. Pourquoi on n'arrête pas la personne? La personne, en fait, c'est ton problème. Oui. C'est ton problème. Après 20 ans, comme le cas que tu viens de dire, D'accord. après Du 20 vieux. ans, on ne peut même pas retrouver le maire ou le commis de l'État qui t'a D'accord. vendu Je ça. demande, Et toi, tu es dans Abdallah les Farah. problèmes. Et l'État n'est pas tenu de te rembourser. Peut-être qu'on peut le faire si on veut, si on est de bon cœur ou de bonne humeur ce jour. Mais sinon, l'État n'est pas obligé. Donc, c'est important de se renseigner sur ce que tu dois acheter parce qu'on ne peut pas vendre ce qui ne nous appartient pas et quand ça ne t'appartient pas. Ça me ramène à la question à savoir, c'est vrai, on met des maisons en location, mais est-ce que le locataire peut demander combien de personnes vont habiter dans cette Ouais. maison? On voit des petites maisons bondées, juste 2 chambres, il y a 14 personnes qui vivent dans ces maisons. Est-ce que c'est un motif? Va, Kaloum. Est-ce que c'est un motif Non, Kaloum, c'est un pour dire cas, faut pas en parler. aux locataires de s'en aller? Parce que 14 personnes dans Dans 2 une chambres, pièce, C'est grave. c'est chaud. dans une maison, Ça peut constituer un motif d'expulsion. Vous avez un contrat qui est signé entre un bailleur et un locataire. Donc, le locataire peut occuper seul les lieux. D'accord. Il peut occuper aussi avec les membres de sa famille. Est-ce qu'il appartient au bailleur de dire, vous resterez seul ici, je n'ai pas besoin de voir les membres de ta famille habiter ce bâtiment? Il n'a pas ce droit. C'est la question qu'il faut se poser. Moi, par exemple, Toutefois, ce qui est interdit, c'est la sous-location, sans l'autorisation du bailleur. Si vous signez un contrat avec un locataire, je ne pense pas, à moins que vous ayez des clauses de réserve dans ce contrat, l'empêcher de faire occuper les lieux par les membres de sa famille. La base, En tout cas, s'il n'y a pas ce suivi, ça paraît chaud, hein, parce qu'on a vu des infrastructures qui ont été mises en place par le professeur Alpha Condé il n'y a pas très longtemps, mais aujourd'hui, c'est pratiquement mort. Hein. De loin, quand vous regardez, vous vous dites, mais attends, quel ingénieur a travaillé ici? Comment c'est possible? En moins de 20 ans, le bâtiment il est devenu comme ça. Il y a aussi une question d'entretien, une question de suivi de la part des autorités. Vous savez, la moralisation du service public incombe à l'État. Il y a au niveau de l'habitat des services de DOCAD, comme on appelle DATU et autres, qui veillent sur ces aspects-là. Lorsqu'il y a une construction à faire, il est important que cela soit dans les normes. Vous avez le plan architectural qu'on vous demande, vous avez le plan de ferraillage qu'on vous demande. Tout cela, c'est pour vérifier effectivement si vous respectez les normes requises pour pouvoir construire un immeuble de type R+1, R+2, R+3 ou plus. Et normalement, il doit y avoir un expert. Bien sûr. Un expert pour pouvoir évaluer la consistance du bâtiment. Si cela n'est pas fait, c'est qu'il y a encore réellement des aspects non respectés. Très bien. Maître Sylla, merci beaucoup. On va vous dire comme ça. C'est malheureusement la fin de l'émission. C'était Maître Sylla qui nous a donné des conseils sur comment choisir la maison, respecter les contrats, faire attention entre locataires, en tout cas pas mal de choses. Si vous avez suivi cette émission, revoyez vos contrats, ouvrez vos tiroirs et placards, relisez bien les choses pour éviter toutes sortes de conflits. Maître, merci beaucoup d'être passé à l'émission. Sarata, merci. C'est tout, merci. Merci à tout le monde. On se retrouve demain.